Une station spatiale chinoise va-t-elle nous tomber sur la tête pour Noël? Qui sont les favoris du Renaudot, du Goncourt ou encore du Femina? Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme le retour de François Hollande sur l'échiquier politique ou la Paris Games Week, seront au cœur de l'actualité dans les jours à venir. Alors avec notre invité Manu Payette et nos journalistes, nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Spot. Bonjour Charlotte, bonjour Manu Payette. Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour Manu Payette. Bonjour. Bonjour à tous qui nous suivez actuellement en direct sur Figaro Live. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité du jour, Manu Payette ou Manu Payet, selon la prononciation que vous choisissez. Il vous répondra en direct pendant l'émission et puis peut-être que l'un d'entre vous aura même la chance de lui poser une question en direct par téléphone. Ouais. Manu Payet. Oui. Merci d'être venu nous rendre visite. On va parler de plein de sujets d'actu qui vont arriver. Et puis évidemment, on parlera de votre actualité. Je rappelle que vous êtes de retour seul sur scène dans Emmanuel du mercredi au samedi à 21h au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Spectacle très drôle. Nous y étions la semaine dernière. Formidable. Très belle affiche. Inspirée. Ouais. J'adore son rire. Je le reconnais. Vous m'avez reconnu dans la foule. Il y a Charlotte qui est là ce soir. Elle est revenue. Très belle affiche, inspirante. C'est ce qu'on appelle une mise à nu. Alors pourquoi une référence au film culte des années 70 ? Parce que c'était une affiche qui m'avait interpellé quand j'étais gamin. Je voyais bien qu'il se tramait un truc quand j'étais pas au grand, trop louche, tu vois. Et puis voilà, j'ai un peu grandi avec ça. Emmanuel, c'est mon prénom en entier. Voilà, c'est le fameux Manu. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'ici, il n'y a qu'en France qu'on appelle les Emmanuel Manu. Ouais. Voilà, c'est presque le patrimoine. Et j'ai voulu revenir au prénom en entier parce que Manu, ça fait un peu mec qui écoute Renaud en fumant des clopes et qui se fait consoler en écoutant chiale pas, Manu. Et ça fait un peu. On en reparlera tout à l'heure. Le mec qui joue un peu de gratte. Donc sur scène jusqu'au 31 décembre, vous venez également de signer le scénario du film Budapest dans lequel vous avez un des rôles principaux, prévu en sortie juillet 2018. Non, juillet 2018. Ça a bougé. Et on a fait exprès pour oui, c'est ça, pour la. On lui a dit hors antenne. Et un petit peu avant, donc ce sera en mars, pour la cérémonie des Césars. Vous serez maître de cérémonie. Félicitations. Très belle Merci affiche beaucoup. aussi. Merci beaucoup. Je dois dire un autre truc ? Non, c'est bon. Ah ouais. Là, on est bien, on est chaud. On enchaîne. Allez, Tristan. Non, pas de suite. Un pied sur scène, un pied au cinéma. C'est une question d'équilibre pour vous essentielle d'avoir les deux pieds bien droits dans chaque univers. Non, c'est une question d'équilibre essentielle que de rester occupé. Et de rester actif et proactif. Donc alors parfois, quand tu mets en œuvre et en branle plein de trucs, plusieurs projets, tout arrive un peu en même temps. Voilà, et donc tu es un peu, là je suis un peu comme ça. L'effet entonnoir. Mais vous ne pourriez pas vivre sans l'un ou sans l'autre ? Non, parce que en fait, moi j'aime pas trop attendre. Je peux pas rester chez moi à attendre. Voilà, j'ai la nuit pour regarder des films. Je peux pas, la journée, il faut que je fasse des trucs. Donc du coup, je me suis dit, allez, on m'a encouragé à revenir sur scène de manière hyper chaleureuse et très touchante. Je parle des gens qui m'ont écrit, qui avaient aimé le premier spectacle. Et je vais le faire. Et puis, tiens, comme ça, je vais faire l'affiche que j'aimais bien l'idée, Emmanuel, je vais appeler Joachim, on va la faire ensemble. Voilà, et puis, oui, il faut qu'il y a Simon qui vient sonner à la porte parce qu'il faut qu'on écrive le film. Tout ça, tout ça fait que tu te couches à des heures un peu dégueulasses. Tu dors très mal, mais tu bois beaucoup de café, mais tu vis très bien. Bon, alors revenons à votre spectacle. Emmanuel, votre seul en scène, c'est un seul en scène autobiographique dans lequel vous vous racontez depuis votre adolescence jusqu'à votre vie de couple aujourd'hui. Je vous propose qu'on en regarde tout de suite un petit extrait. Extrait. Mais j'étais là avec mon petit mot, tout tremblant, tu vois, tout tremblant devant la porte. Quand elle était déjà fermée, ça veut dire que le cours, il avait commencé. Et je l'entendais, de l'intérieur, je l'entendais comme ça. Je disais, là, ça va là, voilà. En plus, j'avais pas envie d'apprendre ce qu'il était déjà en train de dire. J'ai dit, oh là là, je m'en fous, en plus, je m'en fous. Je suis obligé. J'ouvrais la porte, la main toute tremblante et tout. Il faisait un truc très humiliant, lui aussi, il se retournait. Ah tiens. Là, le champion.
Après, il fallait dire la phrase, s'excuser parce qu'on était en retard. J'ai dit non, parce qu'en fait, ma mère... En espagnol, por favor! Et tous les petits qui sont arrivés à l'heure, ils te la donnent pas, la phrase. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent du temps sur l'heure de cours. Ah, ils sont là, ils te regardent t'enfoncer, hein, ils savent le mouvement de ta médiocrité. Ah, elle la trouvera jamais, Manu. Effectivement, je la trouvais pas, la putain de phrase. Donc j'étais là, comme ça, j'ai dit... je gagnerais du temps hein, si j'allais m'asseoir lentement. Fouet. On passe un très beau moment. Alors, Manu, à votre place, nous avons reçu la semaine dernière Laurence Ferrari. Elle a voulu vous laisser un petit message. Ben, on l'écoute tout de suite. Alors, mon cher Manu Payet, je sais que tu es sur scène en ce moment. C'est pas facile de faire rire. Voilà, tout le monde, tous les soirs. On m'a dit que tu as passé une soirée un peu compliquée il y a quelques jours. C'était sur une scène un peu spéciale. Il me semble que c'était à l'Olympia. Et que les premiers rangs étaient un peu compliqués à gérer. Tu vas me raconter ça dans un instant. À l'Olympia? Ouais. Alors, je ne sais pas si elle ne se trompe pas de salle. Elle nous parlait en fait d'une réaction plutôt plate du public que vous aviez en face de vous, parce que c'était possiblement des gens qui avaient été invités en groupe et qui n'avaient pas été sensibles à votre humour à ce moment-là. Ah non, waouh! Ah non, vous êtes parti dans un grand délire. Ok, je vais ramener tout ça à l'échelle, voilà. Du truc. Laurence, Laurence, que je remercie, qui m'a reçu dans son émission sur CNews, c'était très sympa et merci beaucoup. Donc du coup, je vais te répondre. Vous répondre. Non, tu sais, parfois tu as des groupes, tu as des entreprises ou des CE ou des patrons cool qui font de toi leur cadeau de fin d'année à la boîte. Sauf qu'il y a des gars, ils veulent pas de toi le cadeau. C'est pour ça que quand on offre un cadeau, il y a le ticket dans le truc. Mais là, ils peuvent plus échanger. Ils peuvent pas aller chercher un autre comique et venir le foutre à ma place parce que je leur plais pas. Donc il y a des mecs qui font forcément la gueule parce que non seulement ils veulent pas que ce soit toi, mais en plus c'est un jour imposé. C'est-à-dire que le soir, il a voulu se mater sa série avec sa femme. Il est à l'épisode 7, le gars. Il s'est dit allez ce soir. Ah bah non, il y a pas. Oh putain, c'est ce soir. Oh merde, bah le gars il vient, il fait la gueule. Ça vous déstabilise un public qui réagit pas du tout à vos vannes si ça arrive, comme ce soir-là particulièrement? Franchement, pour être honnête, je peux continuer dans le sketch, mais en vrai de vrai, au début, en fait, il y a toujours un truc où on se renifle un peu, voilà, dans quel délire on est. Apparemment, il y a un groupe, quand il se penche vers le bout de la rangée, Pascal, ça, tu dis, allez, c'est mort, tout ça, c'est ensemble, donc j'espère qu'ils sont contents que je sois leur cadeau. Et puis si tu sens qu'ils ne le sont pas, ce qui peut très bien arriver, moi on m'a fait des cadeaux que j'avais pas envie de déballer, et ben tu fais en sorte, tu remontes les manches. Et voilà, on a fini quand même par passer une très bonne soirée. Mais c'est vrai que les soirs où tu es obligé d'aller voir un truc, c'est pas comme si tu attendais depuis 3 mois et que ce soir c'était le soir. Vous en voulez pas à ce public-là de pas rire? Je sais pas, si, peut-être. Ouais. Je sais pas, j'ai décidé d'être hyper honnête là aujourd'hui. Ah ouais, bah là, je suis en train de réfléchir. Non, si, peut-être. Bah quand ton métier c'est de faire ça, et c'est même pas un métier, t'es obligé de faire ça, bah forcément quand ça se marre pas, et quand il y a un gars par terre qui s'arrache les cheveux parce qu'il se marre, et qu'il y a un gars à côté qui est comme ça, bah oui, tu préfères l'autre gars. Voilà, je suis pas maso. Hein. On reviendra tout à l'heure évidemment sur votre actualité, mais là on va parler de l'actualité. C'est parti. Allez. Voici le sommaire de cette première partie de l'émission. On aura Chloé Voitier, journaliste au service média du Figaro Économie, qui nous plongera au cœur de la Paris Games Week, le salon français référence du jeu vidéo. À tout à l'heure, Chloé. Mais tout de suite, on démarre avec le satellite chinois. On ne dit pas de satellite, on dit pas de satellite. C'est une station spatiale. Passez la main à Tristan parce que vous êtes vraiment... Non, mais on va juste poser des questions. Tristan, bonjour, vous êtes spécialiste donc au service Sciences du Figaro. La première station spatiale chinoise va tomber sur Terre dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, dans un quart d'heure, dépêchez-vous. La Chine avait annoncé d'ailleurs l'année dernière qu'elle n'avait plus le contrôle de cette navette, comment ils l'ont appelé? Le palais. Station spatiale, le palais céleste. Elle est à 300 km au-dessus de notre tête et inexorablement, elle est en train de tomber vers nous. Est-ce que, donc première question, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je crois, oui. Alors, oui et non, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Ça arrive en fait beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il faut savoir que cet objet n'est pas si gros qu'on l'imagine. On parle de station spatiale. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la station spatiale internationale qui fait la taille d'un terrain de tennis, d'un terrain de football par contre.
C'est beaucoup plus petit, ça fait la taille d'un petit bus. Alors un petit bus, ça peut paraître énorme dans l'espace, mais quand ça rentre à 20 000 km/h dans l'atmosphère, ça va complètement brûler, presque intégralement. 90% de l'enveloppe en aluminium va brûler. C'est ensuite quelque chose qui est comme une station spatiale qui a été habitée par des taïkonautes à un petit moment. Il y a eu 2 missions habitées qui sont allées vivre là-dedans, c'est assez creux, donc ça va essentiellement brûler. Après, il y a des petits résidus qui vont tomber, 10%. Alors on parle de petits résidus d'une cinquantaine de kilos qui tombent à 400 km/h. On n'a pas très envie exactement le carbu. Alors c'est les réservoirs ou alors les moteurs, c'est les parties en titane qui brûlent pas. Ça tombe à 400 km/h. Là, on voit par exemple l'ATV, donc c'est un cargo européen. En pleine désintégration. En pleine désintégration, qui était rentré exactement comme va rentrer la station spatiale chinoise. Ces bouts de 50-100 kg qui tombent à 400 km/h, si vous êtes en dessous, faut pas. Voilà. Il y a un risque certain. Après, il n'y a que 3% de la Terre qui sont des zones densément peuplées. Oui. Donc il y a très peu de chances que ça tombe. Ça tombe très souvent dans les déserts ou dans les océans. Si vraiment ça tombe sur une ville, il y a encore beaucoup de chances que ça tombe sur un toit, sur la route. Il y a quand même la surface recouverte par la tête des gens est finalement assez petite. Mais ça arrive souvent que des objets de cette taille-là tombent sur Terre? Oui, beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine en fait. Des objets comme ça, on n'en parle jamais. Alors pas de cette taille-là exactement, mais il y a à peu près 90 objets en ce moment qui sont tombés en 2016, qui font des tailles significatives, c'est-à-dire qui font plusieurs centaines de kilos. Des objets de cette taille-là, il y en a peut-être un par mois, un par trimestre. Ah, quand même. Mais il y en a souvent, on n'en entend jamais parler. Ils tombent tout le temps dans les océans, ils tombent tout le temps de manière incontrôlée. On a un peu reproché, entre guillemets, par une forme de racisme anti-chinois, il faut le dire. Oui, les Chinois ont perdu le contrôle de leur station spatiale. Personne dans le monde de spatial n'ira leur jeter la pierre. Ils avaient une station qui marchait très bien en 2013, qui était la fin de vie programmée. Comme elle marchait très bien, ils se sont dit on va la garder un peu là-haut pour faire de l'étude sur les matériaux, le vieillissement des matériaux dans l'espace. Ils l'ont gardée un peu. En 2016, elle a fini par tomber en panne. Dommage. Ils se sont dit bon, peut-être qu'on aurait dû la désorbiter plus tôt. Mais il y a plein de satellites qui ça arrive tout le temps. Alors, si ça arrive tout le temps, pourquoi on fait un focus justement sur ce satellite? Parce qu'il y a le mot station spatiale. Un satellite. Il y a le mot station spatiale que vous avez d'ailleurs beaucoup de mal à retenir. Non, c'est pas un satellite. C'est remonter à la direction. C'est l'idée que c'est un très gros objet. Les gens se disent voilà, ça fait la taille d'un bus, c'est une station spatiale, des gens vivent dedans, c'est monstrueux. Non, en fait, la plupart des satellites font cette taille-là. Un satellite, on le voit juste dans la fusée comme ça, ou on ne le voit jamais avec une personne à côté. On a toujours l'impression que c'est un truc qui fait un peu la taille de la table. En fait, un satellite, ça fait plutôt la taille du studio ici. Ouais. Voilà, c'est assez gros. Ouais, c'est assez gros. Voilà. Ça veut dire que... Non, mais attends, et puis en plus, on a évoqué aussi, pardon, je vais intervenir, vas-y. je vais reprendre un peu le truc. Tristan, on s'est dit tout à l'heure aussi qu'il était important de préciser qu'on allait être prévenu à peu près de quand ça allait tomber, etc. Quelques heures avant, on sera prévenu. Pour l'instant, on ne sait pas très bien. Alors, ce ne sera pas avant, d'ici la fin de l'année, ce sera plutôt a priori fin janvier, début février. Ah, donc chez les Verseaux, pour les Verseaux. C'est bien. La station est à 300 km d'altitude aujourd'hui, donc il y a une incertitude d'un mois encore sur la date de retombée. Un mois avant, un mois après. Donc, ce sera au début de l'année prochaine. Et après, dans les heures, les jours qui vont précéder, on saura à peu près. La trajectoire ne survole pas l'Europe, donc a priori aucune chance. Il y a un bout de l'Afrique, comme d'habitude, qui risque d'être visé, et une partie du nord des États-Unis. Mais il n'y a aucune solution pour nettoyer tous ces débris qui tournent autour de la Terre. Il y a plein de projets. Des débris autour de la Terre, il y en a à peu près 20 000 recensés. On voit d'ailleurs des images de la NASA, hallucinant. C'est dingue. Qui reproduit un peu ce qui... Là, on voit 10 800 objets. Il faut savoir, comme c'est la NASA qui tient le compte de ces objets, enfin l'armée américaine plus exactement, il n'y a pas leurs satellites, donc ils en ont beaucoup. On estime qu'ils ont à peu près 9000 objets en orbite alors souvent des satellites morts. Ils n'ont pas 9000 satellites actifs, sinon ce serait un peu compliqué à gérer. C'est l'autoroute, c'est dingue. Ouais. Et donc donc aujourd'hui, maintenant, il y a des pays comme la France, quand ils envoient quelque chose, même à un étage de fusée, parce que les étages de fusée, une fois qu'ils ont lâché leur satellite, ils restent en orbite et ils retombent. Maintenant, certains pays comme la France s'engagent à avoir une solution pour chaque satellite, chaque objet qu'ils envoient, de désorbitation, ou pour se mettre sur ce qu'on appelle une orbite poubelle, un peu plus loin, un endroit où il n'y a pas de satellite. Donc chez les autres, d'habitude. Non, c'est chez personne. Pour le moment, c'est chez personne. Il y a des orbites qui servent à rien, en fait. Sur lesquelles on ne peut rien faire. On ne peut pas observer la Terre, on ne peut pas faire de télécommunication, on ne peut rien faire. Donc on fout les satellites là et on est tranquille. Il y a peut-être des hommes de l'espace qui vont venir nous taper à la porte un jour en disant dis donc les gars, vous faites nettoyer chez vous. Non, mais c'est impressionnant quand on voit ces images. Après, il faut voir que là-dessus, à l'échelle de la Terre, chaque point, on a l'impression que chaque point fait après 800 km. Quoi. En vrai, c'est des objets qui font de 10 cm à quelques mètres. Oui. Donc en fait, on ne verrait pas les points à l'œil nu. D'accord. D'accord. Là, c'est vraiment une représentation. À mort, là. C'est une représentation des points. C'est truqué.
Manu Payet, vous êtes né en 1975, vous êtes donc de la génération E.T., Star Wars. Est-ce que vous faites partie de ces gens que l'espace et les navettes spatiales fascinent? Bah oui, bien sûr. Non, et puis surtout que là, que j'écoute l'histoire de Tristan avec beaucoup d'intérêt, je suis un terrien. Je suis ravi d'être ici, moi. Donc tout ça me fascine depuis E.T., c'est vrai. Ouais, vous avez mis le doigt dedans, là. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. J'aime beaucoup. Vous deviez être très petit, alors? Ah, j'étais petit, j'avais 5 ou 6 ans. Oui, c'est ça. Comme ça, ouais. Et ouais, j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai racheté l'édition Blu-ray, voilà, je vis avec les nouvelles éditions d'E.T. Au fil des évolutions j'imagine que je vais acheter le 4K dans 15 jours, voilà. Donc on est bien d'accord, on se prévient pour janvier-février c'est Tristan. Oui. Non, moi ce que je propose, c'est que Tristan fasse un groupe WhatsApp où tu mets vraiment tout le monde. Voilà, c'est ça. Tous les gars, voilà, tous les gars qui veulent savoir où faut pas être. Puis tu nous dis, voilà, 7 heures avant, les gars, barrez-vous. Il y aura une information sur le Figaro. Si vous êtes toujours. Il est fort. Si vous êtes sur Clermont, cassez-vous. Tristan, merci beaucoup de ces précisions. On retrouve vos papiers évidemment dans les pages Sciences du Figaro et sur lefigaro.fr. Nous sommes toujours en direct sur Figaro Live. Merci de nous suivre en direct. N'hésitez pas à poser vos questions à Manu Payet, aujourd'hui notre invité. Et peut-être que l'un d'entre vous aura la chance de pouvoir lui poser sa question en direct, par téléphone, tout à l'heure. Avant de retrouver peut-être Chloé. Peut-être qu'on ferait une place. C'est plus sympa. ça peut être sympa. 2 places, on y va toujours. Oui, voilà. Oui, 2 places. Il y a des limites. Allez, on fait ça, ok. Non, mais c'est vrai, c'est sympa. Allez, on fait ça. Oui, et ben voilà, et on propose fait ça. à cette personne, en amont, de regarder de nouveau un petit extrait de votre spectacle. Voilà. Et après, on retrouve Chloé. Comme ça, vous savez si vous voulez appeler ou pas. Vraiment. Voilà, c'est ça. Elle est tellement fan de Christine and the Queens. Une fois, je l'ai gaulée dans la salle de bain, on était en retard, elle avait pas fermé la clé, j'ai ouvert la porte, tu sais. Mon cœur, en fait. Merde. Elle était en soutif, elle avait qu'un œil de fait, elle se prenait pour une Queens devant le miroir. Avec son crayon dans la main, elle connaissait même pas les paroles. Fin. Rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent, putain. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout au ciel. Que des extraits, on rigole. Charlotte, maintenant, parlons jeux vidéo avec notre spécialiste Chloé Vautier. Absolument. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes donc journaliste média au service économie du Figaro. C'est le rendez-vous annuel des fans du jeu vidéo, la Paris Games Week, qui vient d'ouvrir ses portes de Versailles à Paris, et ce jusqu'à dimanche soir. C'est un peu Noël avant l'heure, non ? La Paris Games Week, pour le fan du jeu vidéo, c'est un peu la maison du Père Noël. Parce qu'il faut imaginer, donc c'est sur 3 halls à Porte de Versailles. Tous les éditeurs sont présents. Ils ont chacun des stands immenses, clinquants, avec de la musique partout, pour dire aux gens, venez jouer à nos jeux de la fin d'année. Donc voilà, c'est très, très chaud, en fait, comme salon. Et donc tous les éditeurs viennent présenter leurs jeux de la fin d'année et aussi un petit peu du début de l'année prochaine, mais c'est surtout un focus Noël. Et donc l'idée, c'est que le fan de jeux vidéo, une fois qu'il a sa place, il va pouvoir essayer un petit peu en avant-première, il va pouvoir tester les jeux de la fin d'année et pourquoi pas faire déjà ses petits achats, car bien sûr, il y a des boutiques qui sont présentes sur place. Voilà, pour et qui sont les stars donc, de ce salon? Les gros poissons. Les gros poissons. Les gros poissons. Alors, il y en a plusieurs cette année, donc je vais les lister très rapidement. Vous avez d'abord du côté de Microsoft la Xbox One X, donc c'est leur nouvelle console de jeu, donc c'est une version évoluée de la Xbox One qui existe depuis maintenant 4 ans. Donc c'est une console donc, qui a tout ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire de la 4K, donc compatible avec les écrans 4K Ultra HD, donc très beau graphisme, très grande puissance, etc. Donc ça c'est côté console. Côté jeu, on a aussi le nouvel Assassin's Creed d'Ubisoft. On a toujours l'annuel Call of Duty, qui cette fois-ci va sur la Seconde Guerre mondiale. Donc après le futur et les guerres modernes, on repart dans le passé. On a aussi pour les fans de Star Wars Battlefront 2, donc pour s'affronter entre amis dans l'univers de Star Wars. Mais l'autre grande star de cette année, c'est Nintendo. Et oui. Nintendo qui fait un grand retour en force avec sa console Switch. Dont on avait parlé. Ça concerne oui, il fallait qu'il il pouvait pas faire autrement. Eh oui. Ça a déjà une autre gueule. Ah là, c'est autre chose. Franchement.
Super Mario, c'est ça? Super Mario, parce que cette année, donc la console Switch est sortie au mois de mars, on est déjà à 400 000 ventes en France, et Nintendo pense faire 400 000 ventes supplémentaires entre maintenant et la fin d'année, grâce à Mario, justement, avec le jeu Super Mario Odyssey, qui est sorti vendredi dernier, mais là, il est en train d'exploser tous les records. On a appris qu'en un week-end, il s'était vendu à 2 millions d'exemplaires dans le monde, et qu'il est en train de battre tous les records des anciens Mario au lancement, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On n'a pas encore les chiffres France, mais à mon avis, ça va tomber dans très peu de temps. Donc c'est vraiment la locomotive de cette fin d'année. Et alors, en dehors des locomotives et des gros jeux vidéo, on peut voir quoi au salon de la Paris Games Week? La Paris Games de churros. Des crêpes, des kebabs également, mais aussi, parce qu'il n'y a pas que les blockbusters dans la vie, dans le jeu vidéo, vous avez, parce que ça n'occupe finalement qu'un seul hall sur les 3 de la Paris Games Week. Pour le jeune public, pour les enfants, vous avez le hall numéro 2, dans lequel il y a des jeux qui sont adaptés à l'âge des enfants et dans lequel les parents peuvent recevoir des conseils pour leur aider à bien choisir un jeu vidéo en fonction de l'âge. Il y a aussi les écoles de jeux vidéo qui sont présentes pour présenter leur formation et pour les enfants. Les enfants, les adolescents qui ont envie de faire carrière dans le jeu vidéo, ils peuvent déjà discuter avec les personnes de ces écoles-là. Vous pouvez aussi vous initier au code informatique. Voilà. Super. Là, on sent, ça, Charlotte, c'est son truc. T'as dit ça, elle va faire les 0, les 1, les 0, les 0. Exactement, puis aussi acheter des ouvrages sur le jeu vidéo. Voilà. Mais toujours dans ce même hall, vous pouvez aussi discuter directement avec des créateurs français de jeux. Donc il y a un stand spécial Made in France avec toute la création française qui est présente, les jeux qui sortent dans ces mois-ci. Et donc c'est l'occasion aussi de voir directement les développeurs. Parce que les stars de Call of Duty, etc., elles ne viennent pas forcément à la Paris Games Week. Là au moins, vous avez quelqu'un qui travaille dedans tout le temps et qui peut répondre à toutes vos questions. Et Chloé, c'est quand même la grande mode aussi de l'e-sport et de la réalité virtuelle. Alors est-ce qu'on peut tester tout ça ? Alors oui, la réalité virtuelle, il y a pas mal de stands qui sont disséminés un peu partout dans le salon. Le plus gros, c'est chez Sony, parce qu'ils ont un casque de réalité virtuelle qui s'appelle le PlayStation VR. Et donc si vous allez sur leur stand, ils ont tout un coin qui est destiné à la réalité virtuelle et vous pouvez essayer plein de jeux qui vont sortir dans les mois à venir. Et pour l'e-sport, alors là, c'est carrément un hall entier qui est dédié à ces compétitions. Donc jusqu'à la fin de la semaine, donc le programme est sur le site de la Paris Games Week, vous avez des compétitions officielles, vous avez aussi des rencontres amateurs, vous avez un peu des champions qui viennent aussi faire des démonstrations. Et ça, c'est non-stop jusque dimanche soir. Ça coûte combien l'entrée de ce salon-là? Alors, avec tout ce qu'on nous propose? Alors pour les adultes, pour les grands, c'est 19 €. Pour les enfants et les étudiants, c'est 15. Mais alors attention, si vous y allez samedi, c'est 20 € pour tout le monde. C'est majoré donc. Ouais, majoré. Merci beaucoup Chloé, on retrouve vos papiers sur la Paris Games Week dans les pages d'économie du Figaro et évidemment sur lefigaro.fr. Manu, ouais. Est-ce que vous êtes jeu vidéo ou pas? Moins. Je me suis un peu calmé. Ah mais vous l'avez été alors? Franchement. Oui, j'ai un peu joué. J'ai eu pas de meuf. Donc à un moment, il y avait pas de... Mais voilà, après je me suis maquillé, j'ai un peu calmé le truc. J'avais un choix à faire, la console ou la table. J'ai gardé la. On ne peut pas faire les deux, c'est ça. On est à mi-parcours de l'émission. Merci Chloé, merci Tristan. On vous retrouve bientôt évidemment pour anticiper l'actu sur d'autres sujets. Merci encore. Et tout de suite évidemment, on passe à l'interview de Manu Payet et aux questions des internautes. Jingle. Je vais vous poser une question, vous allez me dire si vous la comprenez, parce que peut-être je la prononce mal. Manu, comment il est? Ah, c'est bien. C'est bien? Très bien dit. Pas mal. Pas mal? Oui. Léla. Léla. Ça va. D'accord, très bien. Il n'y a pas besoin de mettre l'accent en fait. Ben non, mais non. Comme non, là c'était bien. Non, mais il n'y a pas d'accent là vraiment sur ces trois sonorités là. Il n'y a pas vraiment. C'est plutôt une intonation qu'un véritable accent là. En tout cas. Très bien. Maintenant, vous allez vous concentrer, Manu, Ah. car Fred a des choses appétissantes à vous dire. D'accord. À table, Manu. Ah, super. Merci Charlotte. Emmanuel Xavier Payette, bonjour. Bonjour. Je profite de votre venue parmi nous pour mettre les pieds dans le plat et dévoiler pour la première fois la recette de mes chroniques. Bon, alors dans un premier temps, je dispose sur mon plan de travail tous les ingrédients de Comique Tripier. En ce qui vous concerne, une bonne dose humoriste et acteur, une pincée réalisateur-scénariste, une rasade animateur de radio et un zeste imitateur. Épicurien! Eh bien non, justement, c'est là l'erreur, et puis tout. Qu'on se le dise, Emmanuel Xavier Payette, vous êtes un gastronome. Eh oui, et à défaut d'être une grande, vous êtes une fine gueule. Au point qu'on murmure que vous mijotez un manuel des bonnes tables, intitulé Manu Militari,
ou l'art de cuisiner à l'huile d'ogive. Un titre détonnant, évidemment, mes papilles font de la résistance. Bref, rien de plus normal, Manu, que vous, grosses légumes du cinéma français, vous présentiez en mars prochain la 43e cérémonie des Césars, rendant ainsi hommage à la salade. Voulant vous cuisiner à point, évidemment, je tentais de me rapprocher d'un de vos amis de longue date, autant dire un potager, le persil, qui, je dois vous l'avouer, m'a dit de m'occuper de mes oignons. Je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, Manu, mais j'étais à ramasser la petite cuillère. Ah bah tout de même, hein. Après avoir auberginé 2 heures, oui, c'est comme poireauter, mais avec des aubergines, m'envoyer me faire cuire un œuf, j'étais omelette. Orage au désespoir! Je sais, cette phrase tombe comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai jamais vu un cheveu tomber au bon moment sur la soupe. Bref, j'en avais tellement 7e art que j'ai débarqué, ou débarquette pour ceux qui sont aux fraises ou en écriture inclusive au théâtre de l'œuvre. Et là, Emmanuel, je ne veux pas jouer les faillots. Mais quelle pêche! Vous avez mûri, le fruit de votre travail est savoureux, vous n'avez pas le melon, la salle se fend la poire. Alors Emmanuel, c'est moi qui vais pailler l'addition. Merci d'être notre invité. Waouh, merci Fred. J'applaudis. Bon, c'est pas mal. Très bien. Voilà. Merci Alors, Fred. on continue, Manu. Je m'attendais pas du tout à ce petit moment. Ben oui, un ouais. peu gastronomique, un petit peu. Oui, en plus vous êtes bien renseigné, dis donc, ouais. Pas un métier. Un gourmet comme moi aussi. Moi aussi. On continue et vous n'allez pas être surpris si Fred nous interrompt pendant notre interview. Il y a des internautes qui nous regardent actuellement. On les en remercie d'ailleurs. Ils ont des questions à vous poser et c'est Fred qui les transmettra à n'importe quel moment, quitte à taper du poing sur la table. À n'importe quel moment. Alors Charlotte fait l'interview avec vous. Je vous laisse tous les deux. Ouais. Questions, réponses concises pour qu'on ait un maximum on va de faire questions. On va faire consciemment. comme ça, on fait simple, comme ça. On fait oui-non. Et ben voilà, Allez, un petit peu plus. Allez, on est parti. 10 ans après votre premier spectacle seul en scène, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le regard que vous porte le public? Non. C'est bien. Non, je sais pas, Charlotte. Je sais pas. Il n'y a pas de différence dans la façon dont les gens vous accueillent chaque soir? Si. En fait, il y a forcément une différence parce que le temps qui a passé a déjà provoqué... on me connaît mieux. Donc on sait à peu près... Quand tu arrives, c'est ton premier spectacle, que tu montes sur scène, les gens se disent, c'est un premier spectacle, tu te présentes. Là, on me connaît mieux, donc on sait à peu près... vous sentez que les gens vous aiment qui plus? vient. Oui. Bah oui. Oui, heureusement. Sinon... Non, mais c'est vrai. Et puis surtout, mais vous sentez cette c'est pas les adhésion mêmes... plus forte? Les gens viennent, ils savent en connaissance de cause qu'ils vont trouver sur scène? Oui, un peu plus. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Je crois ce qui me meut et ce qui me touche le plus, c'est ça. C'est la connexion, quoi. Et qu'est-ce qui a changé dans votre regard vis-à-vis du public? Bah, je suis moins... je m'excuse moins d'être là. Hein. Avant, j'avais le syndrome de l'imposteur, c'est ça? Ouais, et puis de l'immigré, de l'imposteur, du mec qui arrive, il ne faut pas déranger, quoi. Je me mets là, je ne veux pas déranger. J'ai une question un peu vache, là. Il y a Georges qui nous demande une réaction très rapide à la polémique autour des accusations de plagiat de beaucoup d'humoristes français. Ah bah ouais. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Moi, tout est copyright, Manu, donc... Ouais, voilà, non, mais voilà, c'est une réponse à Georges, c'est bien, parce que les gens se posent des questions, évidemment. Vous ne récupérez aucune réplique de stand-up américain, de ça comique m'est arrivé, américain? il m'est arrivé, pour le coup, parfois, certains soirs, de jouer et de dire un truc. Ouais, parce que... Et puis tout d'un coup, je me dis, mais en jouant, je me dis, mais ouais. putain, mais c'est fou que je vienne de dire ça. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Parce qu'après, il y a même un moment où tu crois que c'est toi. Ça m'est arrivé. Faut pas non plus. Ça m'est arrivé. Et tu te dis, putain, pas mal, je vais la garder. Et puis, tout d'un coup, tu te rends compte que en fait, c'est pas du tout toi, c'est un truc que tu avais gardé dans ta tête, sans le calculer, et puis c'est sorti. Voilà, il y a aussi ça. Je dis un truc, j'ai Kian Kojandi, que j'embrasse, qui est venu me voir en spectacle, et à un moment, je parle de la danse de mon oncle. Voilà, de comment mon oncle danse, qui est réunionnais, ouais. Et il me dit, tu sais que c'est dans mon spectacle aussi, la danse des oncles, danser comme un oncle. J'étais vraiment, mais c'est pas vrai. En plus, je l'ai vu, ce spectacle. Et puis, je l'ai vu il y a un moment. Mais en tout cas, voilà, c'était déjà pour le saluer. Et puis, en plus, pour répondre à Georges. Voilà. Alors, ce syndrome de l'imposteur que vous n'avez plus, dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui, ça influence votre façon de travailler? Et de quelle façon? Bah, c'est peut-être plus libre. Plus évident? Oui. Puis c'est plus libre. Là, vraiment, sur ce spectacle-là,
En fait, je me suis toujours fait accompagner de mes copains dont j'ai toujours admiré le talent, les auteurs, voilà, super. Pour mon premier spectacle, pour mes films, voilà, toujours. Jamais je me suis lancé dans un truc tout seul parce que là, pour ce spectacle, je me suis dit, pour la première fois, je me suis dit, je vais essayer de faire tout seul. Est-ce que je suis capable de faire un truc tout seul, sans aller chercher machin, voilà, enfin, qui sont des amis, hein, mais je vais essayer de tout faire tout seul, et puis le soir où je suis prêt, je leur dirai, les gars, venez, j'ai fait le truc et j'ai fait tout seul. Voilà, c'est ça ce spectacle, c'est que j'ai fait tout seul. J'ai confié la mise en scène quand même, pour pas être non plus complètement cinglé tout seul, à Benjamin Gage, mais sinon, c'est moi tout seul. Donc, je pense que voilà, avec la disparition de ce syndrome, enfin qui est encore un peu là, il est là, il est comme la station spatiale, avec la disparition de ce syndrome, voilà, apparaît un peu une espèce d'assise, une espèce de liberté, décomplexée. Certains artistes n'aiment pas du tout se regarder, que ce soit au cinéma ou se revoir sur scène. Quel rapport vous avez-vous à votre image? Non, j'aime pas trop non plus. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est comme quand tu écoutes ta voix dans ton répondeur. Tu vois, quand tu appelles ton portable, que tu l'as perdu. Moi, j'aime bien. Salut, j'aime bien. Bien quand Charlotte me laisse un message. Oui, mais quand vous écoutez votre propre voix. Je ne m'écoute pas. En général, on n'aime pas sa voix. Okay, bonjour, vous êtes bien sur le portable de Fred. Et puis là, je me laisse rarement des messages. Non, mais quand tu as oublié, tu n'écoutes pas ce que je dis, Fred, parce que quand tu as perdu ton portable et que tu t'appelles avec celui d'un autre, tu entends ta messagerie. C'est ça que je dis. Tu vois? Vous avez, Manu Payet, cette image de joyeux triste, de clown mélancolique. Est-ce que cette image-là, elle vous convient et vous satisfait en définitive? Je suis un peu comme... Oui, je suis ce gars-là. Voilà. Mais bon, comme beaucoup, hein. C'est un truc de génération aussi. Hein. Moi, je suis un gars de 75. Alors, pas Paris, mais... ouais, Paris! Non, l'année. Et... je pense qu'il y avait un peu ces gars-là, ça fait partie du truc. On est un peu plus, je sais pas, on est à la fois un peu plus rock, un peu plus mélo. Oui, beaucoup de mélancolie, beaucoup de nostalgie. Ouais, mais je le retrouve dans mes copains de mon âge, vraiment beaucoup. On a écouté Nirvana, quoi. Notre idole s'est suicidé. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est une autre époque, quoi. C'est un autre délire. Aujourd'hui, ce que je donne sur scène, c'est vraiment effectivement un mélange de tout ça. Je viens pas que pour faire marrer. Non. Il y a beaucoup d'émotions d'ailleurs dans ce spectacle, parce qu'on sent la nostalgie derrière les souvenirs. Ouais. Votre spectacle s'inspire largement de votre vie d'ailleurs, puisqu'on démarre, comme je disais, à l'adolescence. Mais curieusement, vous n'évoquez pas du tout votre enfance. L'enfance n'est pas là. Pour quelle raison? Est-ce que cette partie-là de toute petite enfance, quand vous étiez vraiment petit, ça reste encore du ressort de l'intime? C'est encore trop tôt pour en parler? Il y a évidemment des choses qui sont du ressort de l'intime que je ne dis pas, parce que déjà, c'est pas drôle, parce que tout le monde s'en fout, et parce qu'on va pas quand même commencer à louer des théâtres dès qu'on a besoin d'une thérapie. Ouais. Pas déconner. Donc il y a des choses qui sont pas intéressantes. Après, moi, je fais partie de ces Réunionnais qui ont eu la chance de voyager, et cette chance, je la dois au métier de mon père, qui était cadre chez Air France. Voilà, donc j'ai très souvent quitté La Réunion pour voyager dans le monde entier, et à 18 ans, j'avais vu déjà beaucoup de choses, même plus que certains métropolitains d'ailleurs. Bien sûr. Donc je raconte quand c'est un peu con, un peu nul, ou je rends drôle un truc un peu triste. Mais je ne vais pas dire que je suis allé en colo toute ma vie, que c'était génial. Tu vois, il n'y a pas de... Charlotte, j'ai une question. Et ça, c'était l'enfance. Oui. DD94 demande, vite fait comme ça, tu reviens quand sur Énergie Paris? Ouais, 75, t'as vu, j'ai dit 75. Ouais, j'étais sûr. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que moi, je veux plus revenir le matin. Plus de matinale en radio? Plus de matinale. Non, mais j'en ai fait pendant 6 ans. Oui, je sais bien. 6 ans de matinale. Mais il n'y a pas que la matinale. Il n'y a pas que la matinale. Après, il faut une radio où on a le temps de parler aussi. Ça, c'est plus sympa. Tu vois, quand on... DD94, Salut, Dédé. Manu a répondu. Ouais, mon Dédé. À propos d'enfance, vous revenez donc sur votre vie dans votre spectacle, mais curieusement, vous ne parlez pas de votre nouveau rôle de père, et vous n'évoquez pas du tout votre fille qui est née il n'y a pas longtemps. Bah oui, parce que c'est pour ça. Parce que je me laisse le temps de découvrir, et puis d'observer, et puis de kiffer. Ça, c'est encore que à moi. Tu vois. Il y a une vraie vie parallèle que à nous. Même, hein, quand on oui, c'est important. Là, c'est important.
Mais je vais pas commencer à dire « Ah, je suis papa, bah, j'ai fait un gamin pour pouvoir être là ce soir ». Non, c'est pas le cas. Voilà, c'est autre chose. Mais en plus, je découvre des choses de moi encore de hier que ça aurait été con d'écrire là-dessus il y a 6 mois, puisque je les découvre encore aujourd'hui. Vous les maîtrisez pas encore. Vous voulez être dans la maîtrise avant de les révéler, en fait. Oui, et puis dans l'observation globale du couillon que tu es, là, tout ce que je peux vous dire, c'est que parfois, je fais ça et je chante des trucs nuls et je regarde par mes fenêtres pour voir si j'ai pas des voisins du vis-à-vis qui se demandent justement, et on a les images. Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Le temps passe très très vite. Le temps passe très très vite, effectivement. En 10 ans, vous avez un parcours artistique, on va dire, à la fois riche et très complet. Qu'est-ce qui peut vous faire rêver encore aujourd'hui? J'aimerais bien jouer un peu en anglais, le spectacle. Parce que vous êtes bilingue en plus. Oui. Yes. C'est très mal dit. Mais en anglais sur scène. Faire ce que fait Gad Elmaleh à New York, aux États-Unis. Ouais. Peut-être moins. Enfin, Gad, c'est quand même Gad. Moi, je veux pas. C'est pas du tout parce que Gad a fait ça. Hein. J'avais déjà envie avant et j'avais déjà fait dans mon école. J'ai grandi dans une école anglaise, anglophone, en Afrique du Sud. Oui. Et j'ai déjà fait des stand-up là-bas quand j'avais 16 ans. Donc voilà. Mais oui, j'aimerais bien ça. Ouais, ça me ferait plaisir. Aller jouer à Londres. J'adore Londres. J'aimerais bien aller jouer à Londres, le spectacle, et le traduire et jouer en anglais. J'aimerais bien ça. Vous allez le faire donc? Oui. C'est prévu, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, ouais. Une avant-dernière question, avant une toute dernière qui est très intéressante aussi. En rapport avec les Césars, vous avez été choisi pour être le maître de cérémonie de la 43e soirée qui se déroulera en mars prochain. Vous qui dites être fan de cinéma, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être à ce poste, cette fonction-là, de s'être vu attribuer ce rôle-là? Je suis hyper fier. Enfin voilà, c'était une cérémonie que je regardais déjà gamin. J'étais déjà fasciné par Puis je disais à mon père, qui n'est plus là aujourd'hui, mon père, et je disais, lui c'est machin, c'est lui qui joue dans le truc. D'accord. Donc, tu vois, et donc je regardais chaque année et j'adorais ça. Et aujourd'hui, évidemment, j'ai une pensée pour mon père. Je me dis que si mon père avait su ou s'il sait que c'est moi qui vais, je suis le maître de cérémonie. À écrire, ça doit pas être simple. Attends, je suis le maître de cérémonie. Il hallucinerait complètement. Ouais. Il se dirait, mais c'est pas vrai. Parce que nous, on la regardait à Belle-Pierre, PK 4300, 97 400, Saint-Denis, La Réunion. Mais ça serait une fierté pour lui? Oui. Oui. Ah non, mais c'est pas une fierté. C'est que, là, c'est particulièrement très fort. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle en dit? Ça, c'est particulièrement très fort. La même chose. Non, oui. Et pour l'écriture, vous flippez un peu là pour l'écriture? Ouais, ça va pas être... Bien sûr, oui. Parce que vous passez après des pointures comme Florence Foresti, Jérôme Commandeur. Ouais. Oui. Le Mercier. Eux-mêmes, ils sont passés après d'autres gens, ils ont flippé aussi, tu vois, donc bien sûr. C'est bien de se dire ça, en fait. Non, mais c'est vrai, il faut flipper. Moi, je veux pas prendre ce job si je flippe pas, ça fait partie du truc. En plus, moi, je suis hyper tracker. Quand vous êtes venu au spectacle, avant, j'étais déjà en mode César derrière le rideau. Donc, j'ai l'habitude. Et là, face à Charlotte, il flippe. Ça, c'est la sale journée. C'est la sale journée. Ça fait mal, ça. Allez, une toute dernière question, parce qu'elle nous intéresse vraiment avec Fred. C'est quoi vous avez dit, il y a quelque temps, si je devais changer quelque chose de mon physique, j'aimerais changer mes cheveux car ils poussent en hauteur. C'est qui votre modèle de cheveux? C'est DiCaprio. Vous voulez avoir les cheveux en arrière, comme ça? Ouais. Blond? Non, pas blond, peut-être pas blond, mais... Dans le mouvement, plutôt, c'est ça? Je me regarde un coup. Fais voir. Ouais. Oh là là. Ouais, non, mais j'adore... Moi, je suis un grand fan de DiCaprio. J'adore l'acteur, j'adore le mec et tout. Donc, et je suis un grand fan de Justin Timberlake. Oui. Et comme quoi, on peut arriver avec des cheveux de caniche royale et aujourd'hui, qui sont raides comme la justice. Voilà, c'est ça. Par rapport à Justin Timberlake, il faut le voir en spectacle parce qu'il danse comme Justin Timberlake sur scène. Merci beaucoup, c'était très sympa ce petit échange. Un petit peu, puis chocotte quand même, un petit peu les chocottes. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Oui, on a quelqu'un en ligne. Ah bon? Mais bien sûr, on a Dorian. Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour, c'est Dorian, oui. C'est Dorian, voilà. Eh bien ça tombe. Il y a Dorian, il y a Manu. Dorian, vous avez 1 seconde pour poser votre question et il a 5 secondes pour y répondre. Eh bien c'est parfait. Manu, je voulais savoir quel était votre rapport avec la musique et
principalement le hip-hop. On vous a vu collaborer donc avec Joey Starr, notamment dans Les Gorilles, et faire aussi des apparitions avec Kerry James dans un de ses clips. Et voilà, je voulais savoir quel était un petit peu votre rapport avec la musique de manière générale et le hip-hop. Ben juste, merci Dorian, juste je kiffe quoi, j'aime bien. Je trouve que le hip-hop est en train de devenir vraiment le rock d'avant. Et comme il y a moins de rock à écouter, puisque moi je suis plus rock quand même à la base, je me suis vraiment tourné vers le hip-hop, tout en restant fidèle. Mais voilà, il y a des trucs, il y a des mélanges. Ce matin, j'écoutais le nouveau Nerd, Annie Hardy, là, le groupe de Pharrell. Voilà, il y a du rock, pas dans celui-là, mais voilà. Et puis sinon, au niveau du hip-hop, non, c'est juste de l'écoute, c'est juste du fan, évidemment, NTM. Et puis là, j'aime beaucoup Damso. Et j'aime bien PNL. Voilà, là j'en suis là à peu près là au niveau de l'iPhone. Trop voilà. cool, bravo. Et Dorian, donc du coup on lui file des places. Et 2 places. Et Ok, voilà, ou pas, Dorian, Dorian 2 places en régie, ils vont prendre tous les coordonnées, tout ça, et vous aurez le plaisir d'aller voir ce super spectacle qui s'appelle Emmanuel, avec Manu Payet évidemment. Voilà le moment de l'interview. Merci beaucoup à tout le monde et merci à Manu. Merci Dorian, à bientôt. Au revoir. Merci Dorian. Le moment de l'interview est terminé. On passe tout de suite à la seconde partie de cette émission. Jingle. Ça envoie. Ça envoie, ouais. Ça envoie. Voilà. C'est pas joli. Et vient de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission. Alors Moi- là c'est parti. Mohamed Assaoui, journaliste est. au Figaro littéraire, qui donnera ses pronostics pour les prix littéraires à venir. À tout à l'heure, Mohamed. Mais tout de suite, on parle politique avec Tristan Quinault-Maupoil. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous Hey, êtes Tristan. journaliste politique au Figaro évidemment. François Hollande ne semble pas résolu à prendre sa retraite. Il reçoit beaucoup dans son bureau et parcourt le monde. Il n'est pas du tout à la retraite. Dans son bureau, il y a à peu près un rendez-vous toutes les 15 minutes. Il y en a qui disent, les socialistes, quand on va le voir rue de Rivoli, alors il y a une vue magnifique sur les Tuileries, il faut attendre dans cette petite salle d'attente. C'est comme chez le médecin. Ça, Voilà, prendre un les ticket rendez-vous aussi, non défilent, etc. Et puis, effectivement, François Hollande parcourt le monde. Il sera lundi, mardi à Lisbonne. Il va aller voir ce qu'on appelle le Davos des geeks. C'est une grande conférence sur le numérique. Et puis il va en profiter pour coller encore un peu au basque d'Emmanuel Macron. On sait qu'en ce moment, il aime bien s'attaquer un peu au nouveau président. Alors, il va rencontrer le Premier ministre portugais, et puis ensuite, il va rencontrer une délégation de casques blancs syriens. Alors, les casques blancs syriens, c'est un peu des secouristes de l'extrême, qui sont détestés par le régime syrien et par les Russes. Et pourquoi est-ce qu'il va les rencontrer? Parce que Emmanuel Macron a changé un peu la donne de la position de la France à l'égard de Bachar el-Assad. Et du coup, pour montrer qu'il est en désaccord avec cette position d'Emmanuel Macron, il va rencontrer ses opposants. Donc il ne lâche rien, il fait des déclarations régulières. Il était à Séoul il y a quelques semaines, quelques jours. Il a dénoncé un peu la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Donc on voit que François Hollande est vraiment en forme. On l'entend de plus en plus, sa voix se porte de plus en plus. A-t-il envie vraiment d'être je pose mes mots, opposant à Emmanuel Macron? On a beaucoup vu, entendu Jean-Luc Mélenchon depuis la fin des élections. Et là, on l'entend un peu moins et on entend beaucoup François Hollande, un peu plus, qui revient dans le jeu. Ses proches disent que non, il n'a pas envie de jouer un rôle d'opposant, il n'a pas envie de se représenter en 2022 comme Nicolas Sarkozy avait essayé de le faire. Ouais. Mais enfin, François Hollande ne s'interdit rien, c'est ce que d'autres proches disent. Il y en a un qui explique que finalement il a théorisé une idée, c'est que comme il ne s'est pas présenté en 2017, il n'a pas perdu et que du coup pour lui tout est possible. Donc en fait il entretient un certain flou, comme il a beaucoup aimé faire pendant 5 ans, et il voit si quelque chose lui permet de revenir, peut-être qu'il tentera. Comment les socialistes accueillent cet activisme effréné? Ils sont un peu agacés en fait, pour s'être débarrassés de celui qui avait planté le PS. Il faut quand même pas oublier qu'en 2012, le PS avait tout, le Sénat, les régions, les villes, la présidence de la République, ils avaient absolument tous les pouvoirs et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec assez peu d'élus, voire même plus du tout dans certaines régions. Donc ils sont un peu... Et bientôt sans Solferino qu'ils vont devoir vendre, effectivement. Et du coup, ils sont un peu agacés de voir celui qui les a plantés revenir et essayer de s'intéresser un peu à tout. Notamment, il y a un congrès du PS pour choisir en 2018, le nouveau chef du PS. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui dirige un peu Solferino, ce qu'il en reste. Et François Hollande tire un peu les ficelles en coulisses. Il aurait bien aimé que son ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, brigue la tête du PS. Lui a dit non, mais voilà, il cherche un autre candidat et il reçoit effectivement tout le temps dans son bureau rue de Rivoli
pour trouver celui qu'il pourrait placer à la tête du PS. Donc c'est loin d'être fini tout ça. Manu, vous suivez l'actualité politique? Ben là. C'est précis. J'ai l'impression de tout savoir. C'était hyper bien fait. J'étais à fond dedans. Ouais. C'était vachement bien. Allez, C'était très clair. Voilà, le talent. Mais revenir, alors donc il reviendrait sous la forme de quoi? Donc ce serait toujours, c'est quoi une vape, quelque chose. Quelque chose qui est là. C'est mystérieux. Genre Voilà. Venom. C'est ça. Spider-Man, ouais. Merci Tristan. Merci, Tristan. Évidemment. dans Restez, les hein, Tristan. Oui, voilà. Manu est d'accord, vous restez. Ils vont rester. Non, ils vont On rester. est ensemble et puis c'est apéro dans pas longtemps. Restez. Merci, on retrouve évidemment les papiers de Tristan dans le Figaro et sur le Figaro.fr et l'actualité politique est toujours extrêmement chaude. Et maintenant, nous allons parler pour terminer littérature avec Mohamed Assaoui. Et oui, bien entendu, après une rentrée littéraire et près de 600 romans publiés à cette rentrée, nous entrons, et cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde, dans la semaine spéciale prix littéraire, où seront décernés, écoutez-moi bien, dès lundi 6 novembre, le Goncourt et le Renaudot, mercredi 8, le Fémina et l'Interallié, et jeudi 9, le Médicis. Alors, dites-nous tout, semaine. Mohamed, parce que là, En il une y a des choses à semaine, dire. toute l'édition va se jouer, toutes les chances, les paris, etc. se jouent sur cette semaine-là. C'est une exception française, c'est notre exception culturelle, parce qu'il y a beaucoup de romans. Et pourquoi il y a 600 romans qui sont publiés? Parce que tous veulent participer à la fameuse course au Goncourt, au Renaudot, etc. C'est un enjeu phénoménal. Il faut savoir que celui ou celle qui remportera le Goncourt, c'est 400 à 500 000 exemplaires, voire 900 000 pour, par exemple, Pierre Lemaitre. C'est énorme. C'est énorme, c'est 4, 5, 6 années de chiffre d'affaires assuré. Et pour l'auteur, c'est une quarantaine de traductions, comme Leila Slimani l'année dernière, un film qui sera adapté. Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, est diffusé cette semaine. Delphine Delvigan sort ce mercredi, hier. Et donc, c'est un enjeu fascinant. C'est incroyable comment les Français sont fascinés par le petit bandeau rouge. Oui. J'ai vu plein d'anecdotes, c'est-à-dire qu'ils vont en librairie et ils disent je veux le Goncourt. On leur donne, c'est le même livre, parce que le bandeau n'est pas encore mis. Ah non, 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 je veux avec le bandeau rouge, sinon c'est plus le même livre. C'est extraordinaire. C'est une fascination française qui est exceptionnelle. Il y a 3 millions de livres qui ont été vendus pour le mois de septembre-octobre. Uniquement sur la rentrée littéraire. Donc c'est un moment fort de la rentrée littéraire. On va faire une petite question qui fâche quand même. Oui, il y a des magouilles ou pas? Ah, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu? Il y en a eu. Oui. On les connaît. Oui. C'est des enjeux, comme ce sont des enjeux énormes. Financiers énormes. À un moment donné, on a appelé le Goncourt Gali-Grasseuil. Pourquoi? Parce que c'était toujours Gallimard qui a remporté, Grasset qui a remporté, Le Seuil qui a remporté. Mais il faut savoir que maintenant, il y a des règlements très exigeants. Il y a par exemple quelqu'un comme Bernard Pivot qui est venu donc au sein du jury Goncourt, qui a assaini les règles. Et personne ne fait ce qu'il veut. Il y a une période où c'était je te donne le Renaudot, tu le Goncourt cette année, etc. C'était une belle cuisine, entre guillemets belle, qui avait pris jour et malheureusement, c'était très malsain. Maintenant, c'est beaucoup plus assaini. Alors, quels sont vos pronostics? Alors, c'est toujours... c'est la voilà, il faut y aller. Non, mais en fait, je l'ai dit, sortez l'oseille. Non, mais ce qui est génial, par exemple, avec les nouveaux règlements, c'est qu'on sait... Il y a les 4 finalistes, vous savez, c'est par élimination, c'est un peu comme la télé-réalité. Il n'en reste plus que 4, là, pour le Goncourt. Il y a, comment ça s'appelle, Véronique Olmy, Bakita, une très belle histoire. On dit que c'est celle qui a le plus de chances de gagner. Elle a déjà remporté le prix FNAC qui lui fait vendre beaucoup et elle vend déjà beaucoup. Il y a Tiens, ferme ta couronne de Yannick Enel, un superbe roman qui a failli déjà avoir le grand prix du roman de l'Académie française. Il faut savoir s'il n'a pas le Goncourt, il pourra avoir un autre prix, par exemple le Renaudot, etc., ou le Fémina. Je ne sais plus s'il est en liste, mais en tout cas, on peut concourir pour plusieurs prix. Il y a Éric Vuillard, il faut que je le cite, c'est un peu la surprise, ce sera la surprise si jamais il arrivait à gagner. Et il y a, comment s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, c'est Alice Zeniter qui a déjà eu beaucoup de prix. Et ça serait un peu, j'aime pas ce mot-là, le challenger, c'est-à-dire que ce serait la troisième voix qui pourrait sortir. Voilà.
Et est-ce Donc, que vous serez à tous ces prix moi j'y vais chaque année. Le Ça se passe Figaroyer. toujours dans un restaurant. Ah bah, Chez Druon. bah alors. Oh, le théâtre. Et Je reprends effectivement, le dernier avant l'annonce du vainqueur. c'est effectivement très dangereux parce qu'ils délibèrent après le déjeuner. Après le déjeuner. Et Et donc, vous y parfois, oui, j'y serai. On a fait un Facebook Live l'année dernière qui avait Exactement. très très bien marché. C'était assez acrobatique, mais on a réussi à rentrer dans les coulisses du concours. Manu Payet, vous écrivez, scénariste, dialoguiste, un roman, ça vous tente? Bah, c'est le. t'imagines, Bah, ça fait le truc, c'est la serait question de. vraiment- Oh. Non, non, pas du tout. Ah oui, oui, non, si, moi, moi, j'ai cru, hein, j'ai cru que c'était style. J'étais en train de me le dire. Je serais tellement fier de savoir faire ça, mais je crois que j'en suis absolument incapable. Et puis alors, j'ai pas envie. Non. Mais il y a beaucoup Enfin, d'acteurs non, qui mais s'y j'ai. mettent quand même. Ouais. Oui, bien sûr, mais oui, mais ils le font bien, c'est bien fait, le roman de Pourquoi vous le Ratika. feriez mal hein Bah, je sais pas, non, bah, pour l'instant, je suis encore. Non, j'en sais Vous rien, je savez sais pas. écrire. Ah, voilà. Non, j'ai peur d'aller chez Ruquier qu'ils aiment pas. Bah, vous viendrez chez nous. Bah, vous viendrez ici, on n'est pas bien là? Hein? On n'est pas bien là? Très bien. On est très bien. Merci beaucoup Mohamed, merci Manu Merci. Payet. Notre émission touche à sa fin. Et Ah oui. il y a une fin à tout, n'est-ce Ouais, pas ça, il faut un moment. Alors, je vais rappeler quand même qu'on retrouve Emmanuel Payet sur scène jusqu'au 31 décembre, Ouais, sur la ça. scène du Théâtre de l'Œuvre du mercredi au samedi à 21h tout le mois de novembre. Mais à partir de décembre, il y aura aussi les mardis. Donc, ce sera du mardi au samedi à 21h tout le mois de décembre. Avant que Même on le se- 31. Même le Oui, 31 oui, on On décembre. fait la fête au théâtre. Et il y aura du champagne gratuit pour les... Ouais, il y aura un petit peu de champagne. Ouais, ouais, ouais. Il y aura du Michel Frampin. On n'a pas pu avoir le fameux Doc Michel Butoc, Frampin toi, on a- de chez Félix Potin. Avant que l'on se quitte, je vous offre ce petit coffret édité par Le Figaro. Ce sont les richesses de notre patrimoine culturel et gourmand. Ouais, très Vous sympa. qui êtes un fin C'est un beau gastronome, petit cadeau. ça vous fera certainement Merci beaucoup. plaisir. Manu, Merci beaucoup. on a Oui. passé-il un petit bon moment? Très, très bon. Hein, Très sympathique. bon, Très bon. Vous voulez quoi, une note Non, 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 Alors- non, parce que la semaine prochaine, Dites-moi. à votre place, Ah, il y aura Michel Leb. Oui. Et vous pouvez lui laisser un petit mot, et Ok. puis il y répondra comme l'a fait Laurence. Ouais. Alors, Michel. Nostalgie, Michel on ne se Leb, connaît peut-être. pas, bien sûr. Quand j'étais. J'ai réussi à sortir. Ah, c'est la caméra du haut ou du Oui, dessous? Il y en a deux. il y en a deux. Ou l'ours, il y a un ours. Il y a- C'est celle qui est allumée. Peu importe. C'est celle qui est allumée. J'ai réussi à faire un bisou à Laure Masson en colo. Je crois que c'était à Prapoutel, colo de ski Air France, parce que j'ai fait à la soirée cabaret de la colonie le sketch de l'épicerie. Les petits rideaux qui s'ouvrent. Voilà. Et voilà, et les bouteilles vides et les pommes de terre. Donc, bah merci, parce que Laure Masson, elle était très jolie. C'est mignon. Merci beaucoup, Manu Payet. Plein de bonnes choses, le spectacle, la cérémonie, le film qui au arrive. mois de juillet, etc. Budapest. Merci beaucoup Merci. d'avoir Merci. été notre Ouais, invité. on était ravis de vous recevoir. Moi aussi. Chers Merci tous, beaucoup. on se Merci retrouve. Mohamed, merci oui, Tristan. merci Merci les Mohamed, gars. Tristan, tout le monde. On se Ouais. retrouve la semaine prochaine, même heure, même punition. Charlotte, au plaisir de vous À croiser. bientôt, Au Fred. plaisir. Et au revoir. Merci à tous.